Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui dans le podcast, je reçois Monia. Monia, elle a un profil d'expatriée un peu particulier. Elle est plutôt voyageuse. Elle est partie, vous le verrez, depuis très longtemps, avec son tout petit à l'époque. Et son parcours est plutôt très inspirant, vous le verrez. Par contre, quand elle est partie, il a fallu qu'elle digitalise son activité. Elle était à l'époque coach dans un cabinet et il a fallu tout remettre en question pour pouvoir continuer de vivre de sa passion, de son métier. Elle va nous raconter comment elle a réussi à faire tout ça, à quelle période de sa vie elle a réussi à faire tout ça et comment elle vit aujourd'hui. Je vous laisse avec son histoire. Salut Monia. Coucou Ma. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, je suis très contente de le faire. Ouais, super. Bon alors, on va un petit peu parler de ton parcours entrepreneurial, mais aussi ton parcours d'expatrié, puisque tu es expatriée. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça se passe pour vous, parce que c'est pas une expatriation entre guillemets normale. Et donc, déjà, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es en face de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais à Playa? Alors, qu'est-ce que je fais à Playa? Pour le coup, j'y vis. On y vit depuis, ça va faire quoi? Ça va faire 4 ans, et en même temps, on a quitté la France, maintenant ça va faire 6 ans. D'accord. Donc on a eu 2 années un peu de nomadisme à travers ce continent. Qu'est-ce que j'y fais? Je travaille de la même manière, enfin de la même manière non, parce qu'évidemment que quand tu t'expatries, tu es obligé un peu de réadapter. De repenser ton activité. Ouais. Donc ça a été fait dès le départ, en fait, en 2019, quand on a commencé notre voyage, puisqu'il a fallu que, pour le coup, je mette tout en ligne. Donc je continue à apprendre. Ouais, tu vas nous raconter ce que tu fais exactement. Ouais. Quand tu dis on est parti, tu parles de qui? Alors, je parle de ma petite famille, ma petite tribu. Donc, c'est mon conjoint et puis notre fils qui, à l'époque, avait même pas 4 ans quand on est parti. D'accord. Et alors, pourquoi être parti, justement, et comment on part quand on a un enfant de 4 ans? Ouais. Alors, au tout départ, quand on est parti, c'était en octobre 2019. On est parti au départ vraiment dans l'idée de se dire, tiens, Nono, il a même pas 4 ans, et on va faire une expérience où on va partir une bonne année avant qu'il rentre, du coup, en primaire, en se disant, on va profiter en fait de son jeune âge, parce qu'il a 4 ans, puis il faut vraiment qu'on en profite. Donc au départ, c'était vraiment, on part une année. Sauf que, en mars 2020 est arrivé ce qui est arrivé. Ouais. Vous étiez où? On était au Brésil. D'accord. On était au Brésil et c'est vrai que, comme tout le monde, de toute façon, quand c'est tombé le Covid, on n'a pas bien compris ce qui se passait. Mais par contre, on a compris que c'était un retour qui allait se prolonger, c'est-à-dire un non-retour en France, et qu'on allait rester beaucoup plus longtemps que prévu. Parce que l'objectif au départ, c'était partir qu'1 an, on est d'accord? 1 an. Okay. C'était vraiment partir 1 an, et puis quand c'est arrivé au mois de mars, en fait, l'ambassade de France nous a dit soit vous rentrez maintenant, soit vous attendez, mais on ne sait pas quand est-ce que ça pourra être à nouveau ouvert. Parce qu'à l'époque, la France était fermée. Ouais. Plus personne ne pouvait rentrer, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, et plus personne ne pouvait sortir. Et nous, on n'a pas hésité. On s'est dit, c'est un signe de l'univers. On va rester. Et finalement, on y est resté jusqu'à la fin juin. Au moment où la France a commencé à se réouvrir, sauf que entre mars et fin juin, évidemment, on avait commencé à envisager la possibilité finalement de prolonger cette expérience. On a commencé à y prendre goût et on s'est dit, écoute, c'était génial cette année-là. Faisons en sorte que ça devienne en fait un mode de vie. Vous êtes parti qu'au Brésil sur cette année, ou vous avez fait quoi? Non, alors en fait quand on est parti, on avait pris un aller simple pour Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Et c'est drôle parce que je me souviens vraiment de la date, c'était le 3 octobre 2019.
On est parti. Le jour de la naissance de Gabriel. C'est vrai? Petite parenthèse. Oui, Ah, excellent. c'est vrai. Ah, excellent, excellent. Et on est parti donc à Quito le jour où, en Équateur, ils ont fermé toutes les frontières parce qu'il y a eu un début de révolution. Enfin, de révolution entre guillemets, parce que du coup, le prix de l'essence avait augmenté comme pas possible, et donc on s'est retrouvés enfermés. On a commencé à connaître l'enfermement chez soi avant le Covid. Un petit avant-goût, c'est marrant ça. Et non, on a commencé donc par l'Équateur, et puis on a pas mal après cette expérience de révolution sur quelques jours. On a commencé à vraiment découvrir l'Équateur, puis après on a continué à descendre, on a été en Bolivie, au Pérou, et par les terres, toujours par les routes, on a atterri du coup au Brésil, mais tout ça en quelques mois, tu vois, parce qu'on est parti au mois d'octobre, et puis au mois de mars, on s'est retrouvé au Brésil. Donc on a été assez vite Ok. au départ. Vous n'avez pas eu peur quand vous êtes arrivé en Équateur et que déjà c'était bien la merde quand même? Non. Parce qu'il faut pas oublier que vous aviez un tout petit arrivant. Oui, oui. Mais bon, il faut aussi remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire qu'avant la naissance de Nolan, on a eu un mode de vie aussi avec Jeff qui était vraiment Nomade. C'est-à-dire que dès qu'on avait 2 francs 6 sous à l'époque, on partait vraiment pour faire des expériences un peu d'expédition, que ça soit en Éthiopie, que ça soit en Papouasie, que ça soit au Guatemala, que ça soit voilà, dans différents pays. Donc on a toujours aimé vraiment explorer, mais un peu Routes. Et en Ouais, même vous temps, étiez, ouais, vous aviez l'habitude quoi. ouais, Et un puis peu explorateur. Ouais, vous aviez l'habitude de faire face à des imprévus, comme Oui, une révolution. Exactement. Donc quand la révolution nous a accueillis les bras ouverts à Quito, pour nous c'était génial quoi. Mais c'est quoi d'ailleurs de prendre un aller simple? Ça se fait quoi dans la tête quand tu te dis je prends un aller simple et puis après on verra? Écoute, ça a été un mélange d'excitation, de peur, parce que ces 2 émotions-là, elles ont les mêmes symptômes. Tu vois, on a du mal d'ailleurs parfois à faire la différence entre l'excitation et la peur, parce que finalement les symptômes sont les mêmes, palpitations, les boules dans la gorge, etc. Et ça a été un mélange des deux, avec vraiment la peur de laisser évidemment ceux qu'on aime, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer, et puis cette espèce comment dire, parce que quand tu pars avec un enfant de 3 ans et demi, tu peux l'imaginer, les parents, les amis. Ouais. Ils ont dû tous vous dire que vous étiez tarés? Bah oui. Bah oui. Oh, mais comment vous allez faire? Il doit rentrer à l'école primaire, il faut qu'il suive une scolarité. Il faut qu'il apprenne à lire. Mais oui, et à compter. Donc, ça a été un mélange de tout ça, et puis en même temps, un immense soulagement de rendre les clés à la propriétaire et de dire ça y est, c'est fini, c'est fini. Et c'est vrai que le jour où on a mis le peu de meubles qu'on avait dans un box, mais pour moi ça a été un immense soulagement de me dire mais qu'est-ce qui je me déleste. Qu'est-ce qui te pesait justement quand parce que tu parles de délestement, tu te sentais emprisonné? Ouais, il y a quelque chose, tu sais, quand t'es dans une espèce de routine, dans un lieu, avec, tu vois, des attachements. Alors les attachements, ça peut être tout simplement un appart avec, Ouais, tu vois, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Le matériel, ouais. Le matériel, les contraintes, alors moi, comme on avait quitté la région parisienne, c'était pas métro boulot dodo, mais c'était quand même, voilà, école maternelle, la crèche, je sais plus comment on appelait ça d'ailleurs. Mais oui, enfin tu vois, une routine en fait que je trouvais trop sclérosante, quoi, trop, tu vois, trop pesante. Pesante, ouais, c'est ça. Et quand on a rendu tout ça, mais ça a été un soulagement, et en même temps vraiment, quand tu es face à une immensité, tu vois, tu te retrouves face à une immense liberté dont tu ne sais pas quoi faire. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ah ouais. Et donc du coup, tu faisais quoi quand vous êtes partis? C'était quoi ton métier? C'était quoi votre métier à tous les deux? Jeff a toujours été musicien, il l'est encore. Et moi, j'étais à l'époque, j'avais un cabinet, rien que le terme, je me fais un peu vomir. Tu vois, c'est un truc. Mais j'avais un cabinet et j'étais coach à l'époque.
je commençais déjà à me former à l'astrologie et j'étais coach, j'utilisais la sophrologie parce que j'ai été formée aussi à la sophro. Et donc, j'avais un cabinet avec une patientèle, voilà, tu vois, sur place, puisque du coup, on était dans un petit village, pas loin d'Avignon. Et c'est vrai que quand on est parti, pour moi, c'est poser la question justement de se dire, bah, Oui, est-ce que cette année-là que vous aviez imaginée, c'était une année comment on dit, sabbatique, à ne pas travailler, ou alors ce qui induit qu'effectivement vous étiez parti avec un matelas confortable d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, ou est-ce que tout de suite tu t'es dit il faut que je squeeze mon activité pour moi ça a été parce que pour Jeff la question ne se posait pas. Oui, il peut être musicien n'importe où. Voilà, lui il peut être musicien n'importe où. Mais pour moi, ça a été une année où je me suis dit, bah tiens, je vais me tester. Je vais tester. Je vais tester. Et chemin faisant, vraiment, dès les premiers mois, j'ai commencé à me dire, bah, comment je fais pour digitaliser, pour me faire connaître sur les réseaux, chose que je n'avais jamais fait, parce qu'avant, je distribuais des flyers. J'en étais encore à l'époque de, tu vois. Bah ouais, mais on parle de ça il y a 7 ans, quoi. Et puis quand tu travailles sur un tout petit village, tu vois, les réseaux sont pas les mêmes. C'est sûr, et puis vous vous connaissez tous, et puis oui. voilà. Et tu déposes tes flyers voilà, à la boulangerie. À la boulangerie. Ok. Donc j'ai commencé à me poser des questions, et puis ne sachant pas comment faire, bah, je me suis payée, tu vois, une coach en marketing, enfin je sais pas comment on appelle ça, tu vois, qui m'a énormément aidée. À me lancer, et puis bah, je continue encore à apprendre parce qu'effectivement c'est tous les jours de toute façon. Puis les réseaux ça évolue tellement vite. C'est clair. Ouais, c'est clair. Donc alors on revient au moment où vous rentrez en France, on est en juin 2020. Si. Ok. Alors vous faites quoi à ce moment-là? En juin 2020. Et dans quelle optique aussi vous imaginez la suite? Ouais. Et ben en juin 2020, c'est vraiment avec la décision de dire, bah en fait, c'est pas une année de test. Ouais. C'est comme ça qu'on veut vivre. C'est un nouveau mode de vie. Et donc ça a été une année où évidemment, dire ça aux parents, ça a été un peu compliqué, beaucoup plus que pour une simple année de test. Bah ouais. C'est clair. Et en même temps, il a fallu du coup. Ça a été un retour où, tu vois, les choses, une fois qu'elles étaient posées, pour nous, c'était aussi une autre posture, finalement, tu vois. Et en même temps, il faut remettre ça dans le contexte, parce qu'on est rentré, donc la première année, c'était en juin 2020, on était encore en plein Covid. Ouais. Oui, on allait être confinés. Il y avait une histoire de reconfinement, reconfinement, je crois, au mois d'octobre. Donc pour nous, c'était hors de question. C'était vraiment un passage éclair pour dire à tout le monde on repart. On repart. Voilà. Maintenant, sachez que notre mode de vie, c'est voilà. Les meubles, pour le moment, ils restent dans un box, mais on ne reprendra pas d'appartement. Nolan ne sera pas réinscrit dans une école. Voilà, faut que vous en fassiez le deuil. Et ça a été avec cette urgence de se dire, mais il faut qu'on passe à travers les mailles du filet. Parce que c'était hors de question que vous restiez bloqué. Qu'on reste bloqué, tu vois. Donc on a joué un peu la course contre la montre, et on a réussi effectivement à repartir, tu vois, à temps. Et on est reparti à nouveau sur les routes. On est retourné au Brésil. Parce que avant, vous n'aviez pas fini votre histoire là-bas. Notre histoire là-bas. Non. Donc on est reparti au Brésil, on est reparti en Bolivie. On a visité un peu le Panama. Et puis c'est là où, je crois c'est cette année-là, ou peut-être l'année d'après, parce qu'on a refait évidemment après des retours pour finalement non plus dire, bah voilà, maintenant vous avez compris, c'est notre mode de vie, mais c'est revenir pour quand même voir les parents. Et ouais, bien sûr. Parce que c'est important. Mais je crois que l'année d'après, on a commencé à mettre un orteil justement au Mexique. Ah ouais, d'accord. Et là, ça a été un coup de foudre. C'est souvent qu'on dit ça. Ah ouais. En général. Et puis, je sais pas si tu la connais, on va la dire en français, mais c'est soit Playa t'aime, t'acceptes, soit ne t'aime pas et te laisse partir, quoi. Oui. C'est vraiment ça. C'est ça. Et en même temps, nous, la première année, pour être très honnête, nous, on avait boudé la côte Caraïbe. D'accord. On s'était dit, oh non, c'est trop surfait, c'est pas pour nous. C'est genre, tu vois.
Et on n'a pas du tout mis un pied, tu vois, sur la côte Caraïbe. Et vous étiez où alors? On a énormément bourlingué un peu partout. On a fait la région de Oaxaca, on a été au-dessus de Mexico, on a fait la côte de Puerto. Côté Pacifique. Voilà. Ouais. On a été un peu partout. On a eu différents coups de cœur dans différentes régions. On a fait énormément le Chiapas. Et on a vraiment bourlingué pendant toute une année, sans mettre un orteil ici. Et en fait, c'est un peu Nolan qui nous a amené à nous dire, bah tiens, parce que Nolan, il grandissait. Et oui, et il n'était toujours pas allé à l'école. Il n'était toujours pas allé à l'école. Oh là là, sacrilège. On s'est improvisé Instituteur. Ça doit pas être facile. Hein. Enfin, moi, pour l'avoir expérimenté 6 mois, non, ça, c'est pas facile. Non. Ah non. Bah, c'est là où tu prends conscience. Évidemment, j'ai toujours su que c'était un métier. C'était un vrai métier. Ça, je le sais. Ouais. Mais tu prends conscience dans la chair. Ouais. Tu te dis, ah ouais. Oui, puis après, on n'a pas aussi le même rapport parce que c'est notre enfant. Oui, complètement. Et c'est différent parce que tu as un peu tendance à te laisser attendrir. Ah non, maman, on fera ça plus tard. Ouais. Oui, ok, d'accord, si tu veux. Oui, et puis en même temps, forcément, tu as une relation qui est totalement différente. Donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'émotionnel, chez toi comme chez l'enfant, qui fait que, évidemment, ça ne se passe pas de la même manière que s'il avait affaire à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Quoi. C'est ça. Donc, ça a été un peu compliqué, mais c'est vrai que... Tu disais que c'était lui qui vous a amené par là. Oui, c'est lui qui nous a amenés par là, parce que Nolan grandissait, et puis il en avait marre, en fait, de voyager. Tu vois. Ouais, c'est un vrai sujet, ça, tu vois. Je fais une aparté, mais je suivais sur Instagram une famille, et je la suis toujours, cette famille, Chalomar 365, qui a arrêté son tour du monde. Alors, ils aussi, pareil, ils ont été pris dans le Covid. Mais la question s'était posée de repartir, et leur grande fille en avait marre, elle voulait plus. Je pense qu'elle avait besoin d'attachement, qu'elle avait besoin d'amis. Mais clairement. Voilà. Mais clairement. Et c'est un vrai sujet, ouais. Mais clairement, moi, j'ai senti à un moment donné qu'il fallait vraiment qu'on s'arrête le jour où Nolan, parce qu'il en parlait souvent, de ses d'amis, en disant d'une manière plus ou moins détachée au départ qu'il n'avait pas d'amis, et puis que ça l'attristait un peu. Et un jour, ça l'a fait pleurer quand même. Ouais. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je vis mon rêve aux dépens de l'épanouissement, de l'épanouissement de mon fils. Et du coup, on s'est arrêté au départ, on est arrivé ici 15 jours à Playa. Et puis, on a détesté la ville. Vraiment, on a détesté la ville. Comme quoi, tu vois, c'est fou. Hein. Vraiment. Mais quand tu vois le Mexique profond, Playa, c'est moche, tu vois. Oui, c'est pas ça n'a aucun charme. Ça n'a rien à voir avec Mérida, par exemple. Oui, ou tu vois, des villes comme Guadalajara, ou comme, tu vois, qui ont une architecture, où tu sens qu'il y a une histoire, où c'est absolument magnifique, parce que l'architecture des villes mexicaines, ou même des petits villages mexicains, c'est époustouflant de beauté, quoi. Bon, Playa, c'est fait en 15 ans. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça a poussé, il y a des buildings, c'est moche, la ville est moche. Mais il y a une ambiance qui nous a attrapés, il y a une légèreté, il y a une fluidité, il y a des contacts, il y a quelque chose d'assez... Ça repose énormément sur l'humain, en fait. Oui, clairement. Vraiment. Pas sur la beauté architecturale, ça c'est clair. Bon, la beauté des plages, évidemment, parce que c'est quand même la côte Caraïbe. Mais ce qui nous a beaucoup plu tout de suite, ça a été l'humain. Des rencontres dès le départ. Nolan, très rapidement, il a fait des activités, donc il a commencé à nourrir des relations, et il en avait besoin. Et puis bon, je vais être honnête, moi je commençais à fatiguer aussi, parce que bien sûr. Voyager, c'est 15 jours par-ci, 15 jours par-là. C'est avoir toute sa vie tout le temps dans le sac à dos, quoi. C'est usant, ouais, je pense. Ah ouais. Et puis c'est refaire tes valises, quoi. Tu vois, tous les 15 jours. T'as l'impression d'être tu vois, un âne. Oui, ou tu vois, un fugitif en quelque sorte, tu vois. Et du coup, alors au départ, vous étiez venu là pour 15 jours, et en 15 jours, Nolan a déjà fait des activités. Tu sentais que c'était important pour lui? Alors Nolan, en 15 jours, il a d'abord commencé à rencontrer des amis sur la plage, et puis ils ont commencé à
bon, ça a d'abord été sur 15 jours, des contacts. Et en fait, quand les contacts ont commencé à se faire, on a prolongé. On s'est dit, bon, bah, on a prolongé de 15 jours. Après, on a prolongé d'1 mois. Tu vois. Ouais, d'accord. Et puis, en fait, on était venu pour 15 jours, et puis finalement, on est resté 6 mois, tu vois. Et l'année d'après, on s'est dit, bah écoute, c'est dans cette période-là qu'il a commencé il a fait du taekwondo, puis après du foot. Et l'année d'après, on s'est dit, bah écoute, on va revenir là, parce qu'il a des copains. Puis nous aussi, on s'était fait aussi des amis, tu vois. Et oui. Donc, ouais, là, la question s'est pas posée. C'était là et pas ailleurs. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, donc, on a bien compris que vous retourniez dans votre famille à peu près pour l'été, en général, c'est ça? Ouais. Ok. Et là, on est en quelle année quand vous revenez après ces premiers 6 mois à Playa? Là, on est en les 6 mois, ça doit être en 2000, je dirais 22. Oh, l'année de notre arrivée. Ok. Ah ouais. Ouais, on est arrivé en Ah 2022. Ok. Et à ce moment-là, comment se passe ton activité et comment s'organisent vos journées? Parce que du coup, ok, vous avez arrêté de voyager, vous avez arrêté un peu de découvrir, Ouais. vous retournez toujours au même endroit. Alors, comment s'organisent tes journées? Parce que du coup, il y a l'école de Nono. Oui. 2022, il commence à rentrer, parce que là, du coup, au départ, la question de l'école ne se posait pas, tu vois, quand il avait 3 ans et demi, Oui. ça n'avait pas trop d'intérêt pour nous, parce que pour nous, c'était important qu'il explore. C'est vrai que quand il a commencé à avoir 6 ans, s'est posé effectivement la question de la scolarité, donc on a commencé à anticiper en France, donc on s'est acheté, tu sais, le programme, tu vois, estampillé par l'éducation nationale. Et il a fallu évidemment organiser notre quotidien entre l'école, ou en tout cas la transmission, tu vois, des bases élémentaires, et puis moi savoir comment m'organiser au niveau du boulot, parce que je continuais en fait à savoir comment est-ce que je peux me faire connaître sur les réseaux, découvrant un peu là aussi les bases d'une expérience professionnelle sur Internet. Donc ça a été une vie qui au départ a été un peu improvisée parce qu'on connaissait pas, tu vois, on retrouvait en fait un espèce de rythme où il fallait évidemment, tu vois, poser des repères temporels, chose que là on n'avait pas depuis le début. Ouais. Donc ça a été complexe parce que ça a été un peu déroutant pour nous. Ça l'est encore. Parce que c'est vrai que parfois il y a ce désir-là aussi pour nous, de repartir sur les routes. Mais finalement, on a réussi à trouver un équilibre, tu vois. Nolan fait l'école le matin, comme n'importe quel enfant qui part ici en matinée. Alors il fait pas 4 ou 5 heures, je sais pas combien de temps, c'est combien les cours? Bah, c'est de 7h à 13h30 pour Gabriel en tout cas. Bon, non, il n'y a pas autant d'heures. C'est pas possible. Aussi bien pour lui que pour nous, ça serait pas Bah oui, pas possible. tu pourrais pas travailler. Oui, et puis honnêtement, je sais pas si un enfant peut être Non, il y a concentré, du remplissage. Après, Gabriel, il fait pas 7 heures d'affilée déjà, et en plus, il change de matière. Il y a du sport, il y a de l'art, Oui, voilà, il y a du théâtre, il y a de la danse. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est hyper riche. Donc, ils sont pas derrière un pupitre toute la journée, c'est sûr. Mais oui. Donc, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi une capacité de concentration qui peut pas, peut pas tenir, c'est sûr. Il peut pas tenir, quoi. Donc non, ça a été quelque chose qu'on a mis en place au fur et à mesure. On réajuste, on continue à réajuster, tu vois. Et ça a été surtout comment pour moi trouver du temps pour être et l'instite et l'entrepreneuse. Et la maman et la femme. Et la maman et la femme. Ouais, c'est chaud. Ok. Ça l'est encore. Bah ouais, non mais c'est toujours, il y a toujours cette barrière vie pro, vie perso qui peut être très fine et qui peut être inexistante et qui peut être très compliquée à trouver. Et je pense qu'on est tout en recherche de ça en fait finalement parce que et puis rien n'est linéaire donc voilà. Ouais. Ok, donc à partir de quand tu dirais que tu as commencé à revivre de ton activité, mais cette fois-ci en l'exerçant en ligne? Eh bien, étrangement,
Enfin, étrangement, je ne sais pas si c'est étrange de dire ça. Moi, j'ai connu très rapidement un boom de mon activité. C'est-à-dire que quand je te dis, en 2019, on est parti, en janvier 2020, je me fais suivre, je prends les services d'une coach pour m'aider. En février, mon business explose, février ou mars. 2020, au moment où le Covid éclate. Je pense, mais vraiment, je pense que le Covid y a fait énormément parce que les gens se sont retrouvés chez eux, qu'ils n'avaient que ça à faire, de pouvoir se connaître, se poser des questions. Ça a été des questionnements existentiels pour certains. Mais ça, c'est évident. Donc, moi, T'avais anticipé le truc, c'est pas possible. Absolument pas. Si je devrais, on recommence. Absolument. Bah ouais, non, mais c'est clair, là, le timing était parfait. Écoute, moi, ma plus belle année de vie, mais à tous les niveaux, ça a été 2020. Et quand je le dis, vraiment avec beaucoup de recul. Ouais. On a connu un confinement qui n'en était pas un. On était sur un petit village de pêcheurs au Brésil. Personne n'était confiné. Et ça a été l'explosion de mon business au moment où je le lance. Ouais, donc. Mais moi, ça m'a un peu, comment dire. Moi, ça a un peu faussé la chose. Je me dis, c'est facile. Et oui, tu t'es dit, finalement, la transition était super simple. Oui, les doigts dans le nez, les gens arrivent sans même que je fasse quoi que ce soit. Et moi, la création de mon entreprise, elle s'est faite dans les meilleures conditions qu'on puisse rêver quand on se lance en fait sur Internet, vraiment. Ouais, mais tu vois, ceci dit, moi, mon activité à l'époque, c'était community manager. Ça marchait bien, mais ça a explosé pendant le Covid aussi. Oui. Hein. Et oui, parce que les gens voulaient garder le contact avec... donc, il y en a beaucoup qui se sont digitalisés. Il y a eu des aides de l'État pour se digitaliser aussi. Donc, c'est clair que il y a certains business qui ont... Mais oui, enfin, moi vraiment, ça a été tout de suite une espèce d'ascension. Ça a duré 2 ans, peut-être. J'ai eu la chance, en fait, de surfer sur cette vague pendant 2 ans. Et puis ça s'est essoufflé. Donc moi j'ai connu en fait une vie d'entrepreneuse qui est un peu, je sais pas si c'est tous les business comme ça, parce que normalement moi un peu dans ma tête c'est on commence doucement puis ça grimpe, peut-être à arriver à un plateau on y reste, parfois on dégringole. Moi ça a été vraiment en dents de scie, c'est-à-dire que j'avais pas du tout anticipé, même si je l'ai anticipé, mais moi ça a tout de suite pris. Et en 2023, ça a commencé en fait à décroître. D'accord. Et c'est là où s'est posé la question pour moi de me dire comment en plus on n'était pas encore tout à fait. Je crois que c'est 2023 qu'on a commencé à venir à Playa. Parce que c'était encore plus compliqué pour moi lorsqu'on était nomade. Parce que quand tu bouges tous les 15 jours, que tu te retrouves dans des zones où il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Ah ouais. Déjà ici, on a les coupures de courant régulières. Et puis en même temps, où tu es dans des conditions parfois où tu n'as pas d'espace. Parce que t'es en transition de nuit et donc tu prends juste une chambre d'hôtel et que, du coup, faut que tu t'organises, quoi. Donc j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu cette espèce d'adaptabilité entre vie pro et vie perso. Oui, du coup, moi, j'avais la difficulté en fait de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, et en même temps la vie de nomade, tu vois. C'est marrant parce que tu parles de ton activité, enfin de ta vie d'entrepreneuse ou entrepreneur, peu importe. Mais on a l'impression que ta vie d'entrepreneur d'avant n'existe pas et que ça a démarré au moment où tu t'es digitalisé. Tout à l'heure, tu m'as dit ça, ma vie d'entrepreneur a... Oui, je sais pas si t'as fait gaffe. Bah si, ouais. T'étais entrepreneur, t'étais bien à ton compte avant aussi. C'est drôle ce que tu... Bah oui, j'avais jamais pris conscience, mais je pense que t'as raison. Je pense qu'avant, la manière en tout cas dont je vivais, c'est intéressant ce que tu me dis, mais tu vois, la manière dont je vivais, c'est vachement intéressant, ce dont tu me fais prendre conscience. La manière dont je vivais mon business au moment où j'étais en France n'était pas du tout alignée avec ce que je voulais. Je faisais de la sophro. J'aimais pas trop ça, je te dis, je me formais en fait au coaching, je me formais à l'astro. Donc je faisais de la sophro et ça me plaisait pas. Ouais. Tu vois, j'aime la sophro, mais c'est pas, il y a des limites.
tellement nombreuses. Bref, je travaillais dans un cabinet d'une manière fixe, dans un petit village. Enfin, si tu veux, c'est comme si t'étais au bureau, quoi. Ouais. Ouais, et puis ça te convenait pas. Mais ça me convenait pas surtout. Et c'est vrai que tu me fais prendre conscience que pour moi, je l'ai vraiment occultée, cette partie-là. Pour moi, elle ne fait pas partie, effectivement, de ma vie d'entrepreneuse. C'est comme une sorte de brouillon, tu vois. Je sais pas. Ouais. Un brouillon. Okay. Ouais. D'accord. C'est rigolo, ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes à Playa pour la 4e année consécutive. Ouais. Ok. Et comment tu vois l'avenir? Comment tu imagines reprendre la route à un moment donné? Comment ça se passe? Est-ce que l'école aussi, avec Nolan, devient plus dure? Parce que on parlait tout à l'heure que Instit, c'est un vrai métier. Et puis plus ça va aller, plus il va monter en grade, entre guillemets, et ça va être de plus en plus compliqué. Ouais, complètement. Comment vous envisagez la suite? On l'a un peu anticipé par rapport à Nono. Dans le sens où j'ai quand même fait des recherches pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait une école en ligne. J'en ai trouvé une école en ligne française, parce que pour nous, ce qui était très important, même si je vois vraiment l'intérêt de le mettre à l'école ici pour qu'il puisse être bilingue ou trilingue, tu vois, mais c'était super important qu'il connaisse la grammaire française, tu vois, qui sache écrire, qui sache, alors lire évidemment, mais qui sache écrire en fait le français. C'est ce qui nous a aussi freiné au-delà de la motivation à passer beaucoup de temps avec lui. Ça a été notre première motivation. C'est vraiment passer du temps avec Nolan, parce que les années passent vite, et que pour nous c'est un luxe qu'on a de pouvoir passer toutes nos journées avec lui. Même si, évidemment, là, maintenant, il grandit, puis qu'il a envie quand même... on n'est pas non plus collé... Oui, d'avoir un peu d'indépendance, entre guillemets. Non, mais c'est parce que ce que tu dis là, nous, on l'a vécu. Quand on est arrivé ici, pas les 2 premières années, parce que Gabriel est allé à l'école au bout de 6 mois, on va dire les 6 premiers mois, et j'ai encore cette sensation aujourd'hui qu'on est tout le temps ensemble. Et mon mari et moi, on travaille à la maison aussi, et on est tout le temps ensemble. Alors là, heureusement, il est un peu plus dehors, donc c'est cool. Mais c'est vrai que cette histoire d'être tout le temps collés les uns aux autres, ça devient compliqué à un moment donné. C'est un peu une sorte de confinement, finalement, sans confinement, tu vois ce que je veux dire? Donc je vois ce que tu veux dire quand tu parles de ça. Ouais, c'est pas... Enfin, nous, ça a été un choix. Parce que je sais que quand on est parti en 2019, on se disait mais on doit profiter en fait de ces jeunes années, parce que la vie passe vite, on le sait intellectuellement. Bon, arrivé à mon âge, on le sait aussi autrement. et ce temps, pour moi, c'est la ressource la plus importante. L'argent, tout le reste, pour moi, évidemment, je dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais le temps, pour moi, c'est la ressource sur laquelle je fais le plus focus. Et pour nous, c'était super important de le voir grandir, de profiter de ces moments-là, parce que en France, tu connais le rythme comme moi, tu vois, combien de parents voient leurs enfants juste le week-end, 2 heures par jour, tu vois, de 19h à 20h30, quoi, tu vois. Et ça, on voulait pas de ça. On voulait pas de ça. C'est ce qui fait qu'on est parti. Et c'est ce qui fait aussi, entre autres, qu'on a commencé à se dire, voilà, on va faire l'école à la maison. Alors au départ, c'est parce qu'il y a eu le Covid aussi. Mais du coup, tout s'est organisé comme ça. Et là, donc, on a anticipé parce qu'effectivement, la Nolan, il a besoin aussi, il commence à en avoir marre de voir ses parents tout le temps. Là, l'idée, c'est peut-être qu'ils prennent en fait une école en ligne. Déjà dans un premier temps, parce qu'il n'a jamais été habitué à rester sur une chaise, derrière une table. Tu vois, c'est pas évident pour lui. Donc, je pense que le premier pas, ça va être ça. C'est cette école en ligne que j'ai trouvée, qui est une école française, qui a l'air top. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire cours en face à face avec d'autres élèves, avec un prof et tout ça? Cours en ligne sur Zoom, tu vois, ils se font des... Il y a tout un planning. Mais alors, la question va se poser du décalage horaire, si vous faites ça ici? Oui. Du coup, je sais pas si... Oui, effectivement, tu as raison. Je sais pas si... ça, c'est quelque chose... oui, effectivement, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution. Parce que je sais que les cours... c'est une école qui propose justement des cours soit en live et en même temps, si l'enfant ne peut pas, pour différentes raisons, il y a des replays.
Donc ça sera soit ça, de toute façon. On est en train encore de... Voilà. Ouais, vous tâtonnez pour On l'instant. tâtonne, on ne sait pas trop. On sait que là, on est en janvier, il faut qu'en septembre, on prenne une décision parce que Nolan doit rentrer aussi niveau 6e. Et que le collège, c'est déjà une autre étape, que ce soit en termes de maturité qu'en termes d'éducation, d'apprentissage. Et que oui, il y a nécessité effectivement qu'on trouve une solution. Donc là, pour le moment, on est en train d'ouvrir toutes les solutions et tous les possibles. Ouais. Et au niveau voyage, est-ce que vous imaginez repartir un peu sur les routes? Est-ce que vous imaginez revenir ici? Est-ce que vous imaginez... Dans mon idéal, à moi, et on en a parlé ensemble aussi avec Jeff, mais dans l'idéal, ça serait, tu vois, de se dire, ben voilà, Playa, c'est le pied-à-terre, et en même temps, d'avoir la possibilité de continuer quand même, mais à partir 2 mois par-ci, revenir, etc., etc. D'où la difficulté pour le moment de se fixer sur une scolarité lambda aussi. C'est pour ça qu'on essaye de voir s'il y a possibilité vraiment qu'ils puissent avoir une école en ligne, tu vois, qui correspondrait plus effectivement à un mode où tu peux partir 2 mois et revenir. On va parler 2 minutes sur ce que tu proposes, parce que tu nous as dit que tu étais astro-coach. Alors moi, avant de te connaître, je ne connaissais pas. C'est toi qui as inventé ça, astro-coach, non? Je sais pas. Alors dis-nous. J'ai réuni les 2 termes. Dis-nous qu'est-ce que tu proposes et qui vient te voir? Ouais. Alors moi, je suis coach de formation, parce que je me suis formée, tu sais, à Paris, voilà. Le coaching, pour moi, ça a toujours été un outil extraordinaire pour vraiment amener la personne à se transformer. Sauf que du coup, je me suis souvent aperçue qu'il y avait quelque chose qui faisait que il y avait une espèce de barrière invisible où je n'arrivais pas à accéder à quelque chose de l'être de la personne que j'avais en face de moi. Et le coaching, à un moment donné, je me suis dit, mais je peux pas juste m'en tenir à ça. Et l'astro m'est tombé dessus. Quand je dis m'est tombé dessus, c'est parce que moi-même, j'ai été voir pour une première fois une astrologue. Quand elle a fait la lecture de ma carte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À tel point que à la fin de la séance, je lui dis, écoute, il faut vraiment que tu m'apprennes tout ce que tu sais. Et finalement, j'ai mélangé les deux parce que j'ai trouvé en l'astrologie la clé qui me manquait au coaching. Ouais. C'est-à-dire que le coaching permet effectivement de comprendre, mais l'astrologie permet de lever vraiment la transformation nécessaire, tu vois, parce que tu accèdes en fait d'une manière, c'est un scan en fait, c'est-à-dire que tu arrives effectivement à lire l'individu au-delà de ce que la personne sait d'elle-même, tu vois. Donc c'est beaucoup plus simple, évidemment, tu vois. Donc finalement, j'ai allié les deux et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est ces périodes de chaos, parce que je pense que ma vie a été faite de chaos. Je repense là tout de suite à la révolution en Équateur. Mais ma vie a été faite de chaos. Et je pense que j'en ai tiré quelque chose de très positif. Et donc moi j'aide en fait ces périodes de vie qui sont parfois chahutées chez les femmes pour les amener justement à atteindre une autre rive, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où tu sais pas, il y a des choses qui se passent, soit tu sais parce que voilà, tu sais que la manière dont tu vivais avant, ça n'est plus possible, mais en même temps tu ne sais pas comment rejoindre, tu vois, ce nouveau fonctionnement que tu pressens. Et donc moi, j'interviens vraiment dans ces moments très, très précieux de l'individu pour l'amener justement, pour la guider sur le comment, par où je commence, etc., etc. Donc c'est vraiment de passer du chaos à une forme de clarté qui permet justement cette transformation, tu vois. Et donc on a bien compris que tu faisais ça 100% en ligne. Je fais ça 100% en ligne, puisque maintenant j'ai plus de cabinet. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, qui va arriver? Bah écoute, des voyages. Ouais, c'est toujours dans ta tête. Des découvertes. Des découvertes, et puis surtout, évidemment, je pense aussi à une forme beaucoup plus générale de paix, j'ai envie de dire un peu plus collective, quoi, parce qu'on est vraiment dans une période de l'existence qui est quand même très... Parce que là, nous, c'est vrai qu'on vit dans un endroit qui est plutôt paradisiaque,
Mais je nous souhaite à tous et à toutes, tu vois, une forme d'apaisement, ouais. Parce que je pense que le monde est très chahuté et que... Voilà. Bon, ce sera l'espoir de la fin. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé Merci, ton parcours parce que franchement, c'est ce que j'aime dans ces podcasts, c'est que on est toutes pareilles, on est toutes entrepreneurs, on est toutes expats, mais on n'a pas du tout la même histoire. Ouais. Aucune d'entre nous, c'est drôle. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Emma. Et puis merci, on va aller rejoindre nos enfants qui sont en train de jouer tous les deux dehors. Allez, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!